Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, nous analysons ensemble les shows de la WWE. Aujourd'hui, c'est l'heure du Monday Night Raw, le season premiere. On repart, on relance les storylines après les tremblements qui ont eu lieu suite à la draft qui a eu lieu. Des gros noms sont arrivés. Pour m'accompagner dans ce numéro spécial, j'ai avec moi Tonton Chris. Salut Tonton. Des gros noms pour des gros bonhommes. Salut le patron, salut le peuple de Catch-Up. Bienvenue dans la review du show rouge. Alors, Monday Night Raw a un nouveau générique. Je sais pas si t'as remarqué une nouvelle musique. Oui, tout à fait, ouais. Nouvelle musique, ouais. Un peu une espèce de truc de fusion, un peu là, entre le hip-hop, le rock'n'roll, bref, enfin un peu. Il y a une espèce de fourre-tout, quoi. Ah bah pour l'anecdote, j'étais très étonné parce qu'en fait, je connaissais, c'était un rappeur, un peu du style Eminem, qui est souvent comparé à Eminem. C'est une jeune pousse du rap game américain. J'écoutais même l'album juste avant de tomber sur ce Monday Night Raw, donc j'étais assez étonné. Son nom NF. NF. Ouais, Ok. initial NF. Alors au début, je faisais le malin avec ma copine, je fais ouais, il s'appelle MJ. C'est MJ quoi. Je fais ah oui, je connais et tout. C'est le mec qui fait genre le mec qui connaît quoi. Comme tu sais, ces gens pénibles qui connaissaient déjà les artistes avant qu'ils deviennent célèbres. Ouais. Et ben moi je faisais le malin, sauf qu'en fait c'est pas du tout MJ, c'était NF, donc j'ai eu l'air un petit peu con. Norme française. Pour info, le mec est totalement dépressif. Tous ses albums parlent de dépression, de rechute. Donc je sais pas si ça collait plus bien à l'ambiance de ce Monday Night Raw. Ah, on va voir ça, ouais, mais ça pourrait être pas loin par moment. Bah, disons qu'on a commencé assez fort, avec le Ouais. gros nom qui a rejoint l'écurie rouge, vous le connaissez, c'est The Fiend, qui a donc les honneurs d'ouvrir le show. Il est introduit tout simplement par son acolyte, sa nouvelle acolyte, Alexa Bliss, qui nous souhaite donc d'accueillir The Fiend. Donc il rejoint Alexa Bliss, ils sont main dans la main, et à ce moment-là, donc face caméra, donc visuellement c'était une image assez forte pour la télé, quoi. Sauf que patatras, la musique de Retribution débarque parce qu'ils ont, se lance, puisque maintenant ils ont une musique, ils ont un theme song. Ouais. Ça je le connais pas par contre, c'est NF, OP, QRST, je sais pas qui est le rappeur qui a fait cette musique-là. Et donc cette faction de renégats encercle The Fiend et Alexa Bliss, et évidemment, comme Mustafa Ali pointe leur cible, la musique et les lumières disparaissent, et The Fiend et Bliss ont disparu. Magie. Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Parce que finalement, on fait se rencontrer deux gros noms. Sur l'instant même, tu te dis: «Ah tiens, il balance du lourd, d'entrée, voilà, l'arrivée du film, là, ça y est, Arrow s'est lancé, avec Alexa, donc et ils mettent direct Retribution dans l'histoire. Donc tiens, à ce moment-là, tu dis: "Tiens, pourquoi pas?" Effectivement, là, surtout que pendant la draft, de l'épisode de la semaine dernière, Retribution avait pas du tout été mis en avant de quoi que ce soit. Donc direct, ils sont là, ils sont dans l'opener. Donc on se demande ce qui va se passer un peu plus avant. Ouais. Moi, sur le coup, je t'avoue que j'étais là en mode oh, mauvaise idée. On a un personnage fort et une faction qu'il faut mettre en avant, qui vont s'entrechoquer et qui vont limite s'annuler tellement elles vont brouiller les cartes, puisque elles devraient limite pas exister dans le même univers. Ça m'a un petit peu étonné, d'autant plus que ce qui a suivi, c'est tout simplement l'arrivée du Hurt Business, qui est venu régler ses comptes avec Retribution dans un match dont l'issue a été un petit peu étrange. Le Hurt Business a bel et bien réussi à vaincre Retribution. T-Bar qui finit par abandonner dans un match qui n'a jamais véritablement montré une faction, une équipe qui prenait le dessus, quoi. Ils n'ont pas forcément brillé par leur puissance. Mustafa Ali a un petit peu tiré son épingle du jeu en mode ouais, je suis le chef, et du coup j'essayais un petit peu de donner des consignes, les mecs viennent me sauver les fesses quand ça part en cacahuète. C'était compliqué. Alors il y a eu une petite intervention visuelle du film sur écran qui les a peut-être un petit peu perturbés. Mais le résultat du match était assez étonnant. Ah, c'est moins qu'on puisse dire, hein. Alors juste après, en plus, le Fiend est arrivé et est attaqué donc Mustafa Ali. Après s'être débarrassé des 3 autres gaillards, y compris alors c'est T-Bar, j'y arrive plus, T-Bar. qui vient sauver Mustafa Ali en lui plaçant un gros kick. Mais après, il se mange un Sister Abigail. Après que tout simplement The Fiend ait fait place nette.
Quel drôle d'entrée en matière là pour Retribution qui finalement coup sur coup se fait rouler dessus un peu par The Hurt Business et The Fiend. Pas sûr qu'ils aient forcément beaucoup marqué les esprits là. Ah oui, là, je sais pas si, la WWE avait décidé de faire un impact, avec Retribution, c'est pas en nous proposant ce genre de segment que l'impact va être réussi. On a un match de 11 minutes, où à laquelle finalement ils perdent clean, sur une soumission du plus balèze d'entre eux Ouais. et derrière ils se font mais nettoyer direct par le film comme de la poussière, quoi. C'était, ils existent pas pendant tout le segment. Ils se font démolir, ils perdent face à leur business, ils perdent dans les moves qu'ils ont, face au Fiend. Enfin bref, il y a rien qui va, quoi. Rien du tout, rien du tout. Rien du tout ne va dans cette histoire. Moi, si tu veux, sur vraiment le départ où on les voit ensemble avec le Fiend, voilà, le Fiend, c'est un personnage un peu mystique qui se balade un peu partout. Il peut très bien avoir à un moment ou un autre une petite interaction avec un groupe comme Retribution, comme sur le tout début de l'opener. Mais après le match, le post-match, j'y vois pas tellement l'utilité, à part le fait de démolir complètement le clan, quoi. Et je trouve que c'est catastrophique pour Retribution, ce truc-là. Un espèce d'histoire, un espèce de vide intersidéral. Leur business, eux, ils sont dans leur truc. Donc, eux, il n'y a pas de problème, quoi. Eux, ils déroulent, ils déboulent, et puis, bah, ils gagnent. Et voilà. Et Retribution se retrouve dans un espèce de truc. Et puis, si tu veux, il y a un espèce de problème d'alignement, non? T'as pas un problème d'alignement avec tout ce qui s'est passé, là, entre le Fiend, Retribution, le Hurt Business? Tout le monde est heal là-dedans? C'est quoi cette histoire-là? Je sais pas, j'avais l'impression que c'était le festival des twinners là. Ouais, un peu, ouais. C'est une twinner party parce qu'effectivement, aucun alignement n'est clair. Alors ça, à la limite, j'en ai presque pas c'est pas forcément le problème que j'ai, mais c'est peut-être symptomatique finalement de cette espèce de carte brouillée des storylines et des enjeux qui sont en train de s'écrire pour Monday Night Raw, pour, on va dire, ces deux principales factions et surtout ce personnage phare qui visiblement veut mettre sa patte sur Monday Night Raw. On va confier un peu les clés du camion. En tout cas, on va dire presque d'un point de vue télévisuel à The Fiend, un personnage très fort. Et ces deux autres factions, et j'ai du mal à comprendre vraiment là les motivations par quoi ils vont être motivés, pourquoi ils s'attaquent, pourquoi Retribution est venu attaquer The Fiend finalement, quelles sont les motivations de Mustafa Ali avait finalement l'air de vouloir s'attaquer. Il le dit un peu plus tard, hein, il y a une vidéo, alors ça lui a pris 1 ou 2 heures de se remettre de ses émotions, mais Mustafa Ali, il y a une petite promo où point important quand même, il avoue que c'était bien lui le hacker. Même sa promo à Ali, elle est quand même discutable. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est quand même bizarre parce qu'il fait quasiment passer le clan au second plan Ouais. et en expliquant que finalement, lui, il a besoin de personne, qu'avec un ordinateur, une connexion, hop, 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 ça fait l'affaire et je mets le chaos à la WWE. Donc les autres passent complètement au second plan. Là, j'ai vraiment pas compris ce qui s'est passé avec Retribution dans cet épisode. Là, il y a un truc, là, moi, je pige pas. Là, il y a un truc sur lequel là, je suis déconnecté. Je ne comprends pas ce qui se passe. En tout cas, leur utilisation sur ce rôle là, pour moi, c'est foiré, quoi. Ouais. On est dans un go home show qui est censé nous vendre Hell in a Cell. Pas d'implication visiblement par rapport au pay-per-view. C'est le titre US parce qu'il faut pas oublier que dans cette affaire de 4 contre 4, il y avait quand même aussi le champion US dans l'histoire. Ce qui passe, alors là, même plus au second plan, mais là au troisième ou au quatrième plan. Et on ne sait même pas justement en termes de plan, qu'est-ce qui se passe pour le titre US à Hell in a Cell. T'as une idée, mon bon patron? Non, j'ai aucune idée, moi. J'ai aucune idée. Probablement peut-être avoir un autre match entre les 4, hein. Je vois bien les 2 factions s'affronter, En pré-show. en pré-show, ouais. Oui, alors c'est vrai qu'en plus, il y avait on a enfin eu cette promo d'Ali qu'on aurait dû avoir la semaine dernière. Bon, d'ailleurs, pas un mot hein, sur pourquoi ils n'étaient pas là la semaine passée. Ils se donnent même plus la peine de justifier scénaristiquement Oui. l'absence des promesses qui avaient été faites. La promo était bonne. Il explique ses motivations que finalement, il s'est rendu compte que cette société était corrompu et que il savait même pas quoi faire d'un mec qui s'appelait Mustafa Ali. Je trouvais ça plutôt bien foutu, quoi. Les motivations qui ont l'air intrinsèquement, le personnage, qu'est-ce qui le motive lui à être là aujourd'hui? Il a récupéré tous ces catcheurs un peu abandonnés par le système et que voilà, il les a unis autour de lui. Après voilà, mais qu'est-ce qu'il veut faire maintenant? Toi, qu'est-ce qu'il veut faire? Et pourquoi s'attaquer au The Fiend, qui est une créature
du chaos, ils veulent semer le chaos, mais The Fiend aussi fait du chaos, donc finalement, c'est limite, ils se gourent de cible, quoi. C'est comme si Ah les bah oui, méch oui. c'est comme quand les méchants dans Batman, s'affrontent les uns les autres. Batman, il rigole, quoi, il rigole. Il dit: «Bah, super les gars, bravo, allez-y, foutez-vous sur la gueule, quoi». Faites-vous plaisir, ça fait mes affaires. Mais là, je vois pas en quoi Retribution peut effectivement faire ses affaires en rôdant du côté du Fiend, qui rôde du côté du Hurt Business, OK, qu'il y en ait un parmi les 4 qui s'affiche un peu, clairement sur le titre US comme le pourrait le faire Ali, par exemple. Mais même si c'était un autre que Ali s'intéresse pas au titre US et que c'est un autre de ses gaziers qui y aille, et bah pourquoi pas. Mais là, il y a rien. Enfin là, si tu veux, pour moi, là, il y a que du vide dans l'histoire là. Donc c'est quand même problématique, quoi. Alors le catch en lui-même, les 11 minutes de catch, c'était pas mal. Le match en lui-même était pas mal, mais voilà. Et puis pour moi, cette défaite, quand même, c'est un vrai souci, quoi. Tu perds clean, c'est ton monstre en plus qui perd le match. Bon, d'accord, c'est Ouais. une full Nelson de Bobby Lashley, d'accord, mais quand même, c'est quand même juste, hein, pour un clan qui vient d'arriver comme ça. Ils sont là, je rappelle, depuis le 2 ou 3 août, où ils avaient mis le feu à un groupe électrogène. Ça situait finalement peut-être un peu le truc, quoi. On voulait pas accepter de voir la vérité, c'est que les mecs sont des clowns depuis le début. Bah, Depuis le début, c'est des clowns. Les mecs, les seuls qu'ils arrivaient à détruire, c'est des groupes électrogènes et des cordes de ring, quoi. ouais, une glace du Performance Center aussi, je crois, au passage. Un plexi. Et voilà, ouais, un plexi. Mais ouais, c'est vrai que ça va pas très loin. Ouais. Au passage, Hurt Business, ils ont failli être 5, puisque Titus O'Neil a posé sa candidature, mais ils l'ont tabassé. Ouais, ouais, chaud, hein, l'entretien d'embauche au Hurt Business, Et hein. ouais. Mais c'est peut-être pas fini, il y reviendra peut-être quand même, le Titus. Ah bah, la façon un peu de Cédric Alexander, toi. Il faut d'abord le passer à tabac pour que le mec, toi, les rejoigne. On rentre pas comme ça dans le Hurt Business. Faut un passage initiatique. En parlant de passage initiatique, on a un nouvel arrivant à Monday Night Raw. Oui, Grand arrivant, un très, 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 très grand. 2,21 m. AJ Styles n'est plus tout seul, il est accompagné d'un garde du corps et ce garde du corps, vous le connaissez déjà puisque c'est un transfuge, c'est lui qui gardait la porte de Raw Underground, de la chambre de Shane McMahon. Rest in peace, Raw Underground, hein, d'ailleurs. Ah bah c'est fini, hein, ça a été officiellement Enterré. heureusement, ce grand gaillard de 2,21 m a vu la lumière d'AJ Styles, et il est dorénavant le garde du corps d'AJ Styles. AJ Styles, alors j'ai adoré le cadrage en permanence qui a été fait lors de la promo d'AJ Styles, puisque t'as AJ Styles qui était tout en bas de l'écran, et le caméraman qui est obligé de reculer à fond pour qu'on puisse voir son garde du corps. On s'était déjà fait la réflexion de toute façon à Raw Underground. Il avait fait aussi 2-3 apparitions comme Ninja avec Akira Tozawa. Là, il confirme effectivement ce géant nigérian là. Il confirme. Ah, ça fait quand même visuellement, comme tu l'as dit, oui, ça fait un choc quand même, parce que AJ Styles fait véritablement nain de jardin à côté. Je sais pas, AJ Styles, il est pas, c'est pas le plus grand, mais il fait genre Ah je sais non. pas, 1m75 comme tout le monde, j'imagine, toi, 80 peut-être même. Et finalement, Ouais, ouais. je suis impatient de le voir porter sur ses épaules. À la Jungle Express, comme à la ELW avec Luchasaurus et Jungle Boy. Donc il nous fait une petite promo, AJ Styles, voilà, avec son nouveau garde du corps, et Matt Riddle débarque, et l'arbitre demande gentiment à ce garde du corps de quitter le ring, et le mec ne veut pas. Et quand un mec de 2,21 m veut pas bouger, ben, il bouge pas, tout simplement. Mais ouais. Il finit par accepter, alors qu'après avoir laissé l'arbitre implorer pendant de longues minutes, et il part, et il intervient un petit peu dans le match des AJ Styles. Matt Riddle a l'air d'avoir un petit peu peur. Et à la fin, donc AJ Styles place son Styles Clash pour une belle victoire dans d'un bel affrontement où ils sont bien mis sur la tronche. Donc AJ Styles qui, écoute, arrive à chaque fois, je trouve, à se renouveler, à trouver une petite idée en plus. Bah écoute, un peu surprenant. Moi, je m'attendais pas à cette histoire de garde du corps. Donc, si tu veux, la première phase, ça a été un peu la surprise de voir le géant accompagner AJ. Derrière, on a eu un match pas mal de 9 minutes 30 qui tenait plutôt la route. Je pense que Matt Riddle était vraiment très content de partager le ring avec AJ Styles parce qu'il n'a pas été bien méchant. Au final, je l'ai pas trouvé très très agressif, à vrai dire, Matt Riddle dans ce combat, quoi. Et puis bon,
Tu sors du ring, tu te retrouves face à l'ami de Jordan, qui juste le fait qu'il montre son poing, ça va suffire pour pouvoir décontenancer le Matt Riddle et que AJ Styles puisse enchaîner avec son Styles Clash. C'était un peu facile la fin, quoi. Vraiment, je pense que dans un premier temps, de toute façon, ce géant, on va pas le voir faire grand chose. Il va faire de l'intimidation et avant tout de l'intimidation. Pour AJ Styles, c'est plutôt une bonne opération d'avoir ce gars-là dans son camp. Et maintenant, on va voir vers quoi il va se diriger, le vétéran. Pour Matt Riddle, c'est quand même un peu inquiétant parce qu'au final, on n'a pas l'impression qu'ils ont beaucoup plus de plans que ça pour lui. Alors, visiblement, en tout cas, Matt Riddle aime affronter des grands catcheurs, avoir des grands adversaires, puisque il aime jouer le rôle de l'underdog, mais qu'il est déjà grand en fait. Matt Riddle il est très grand, et jouer le rôle de l'underdog quand tu es plus grand que les autres, c'est pas pratique, c'est pas facile. Dans les règles du catch, ça colle pas trop, quoi. Et du coup, là, je pense que là, face à ce grand gaillard de 2,21 m, il a dû trouver son bonheur. On va plutôt s'attarder sur le match que tu attendais le plus de la soirée. Ah oui. Le match pour le championnat féminin détenu par Asuka, qui affrontait donc Lana, qui avait gagné son title shot lors d'une formidable bataille royale. Bon, bah écoute, la logique est respectée. Ah bah ça oui. Puisque alors dans un match qui n'aura pas duré longtemps. Oh bah non. 2 minutes 15. Ah oui, la vache, ça n'a vraiment pas duré longtemps. Okay. Non, c'est clair. Lana était obligée d'abandonner. Tout ça était là pour un angle, puisque Nia Jax et Shayna Baszler attaquent Asuka, et que Lana se bouffe son petit Samoan Drop hebdomadaire. Voilà, et fracasse sa table hebdomadaire. Elle coûte cher en table, Lana. Incroyable, qui dépense autant d'argent sur la technique avec Lana. Du coup, derrière, on a eu une promotion de Shayna Baszler et Nia Jax pour dire à quel point elles étaient dominantes et qu'elles challenge n'importe qui dans le locker room. Mandy Rose et Dana Brooke qui débarquent, ça on connaît, tu connais. Ouais. Le Riot Squad aussi qui a débarqué, ça tu connais. Ouais, je connais aussi. Et Lacey Evans avec Peyton Royce, ça tu connaissais pas. Ah non, ça c'était neuf. Ça c'était tout neuf. Et on est droit donc à un Fatal 4-Way, qui est une brawl un peu chaotique, où les filles se sont un peu fait rouler dessus par les championnes. Et à la fin, c'est Jax qui a placé un Samoan Drop sur Lacey Evans pour la victoire. Difficile d'entreapercevoir, on va dire, la moindre menace sur les championnes à l'heure actuelle. C'est le gros problème de la division féminine, là, c'est que là, il y a 2 par équipe parce qu'il y a 2 championnes archi dominantes et qu'on voit pas quelle équipe autour peut venir essayer un peu de renverser la balance parce que là vraiment, là, que ce soit le Riot Squad, Mandy, Dana, on n'en parle même pas. Mais même Lacey Payton, je suis même pas envie. Payton, elle a été séparée de Billie Kay depuis elle traîne sa peine. Voilà, donc tout le segment féminin, là, quand même, ça a été assez faible, quasiment un non-match entre Asuka et Lana, mais qu'est-ce qu'on pouvait attendre d'autre de toute façon de ce match-là? Pas grand-chose. C'était un peu vide, tout ça, encore une fois. Beaucoup de vide, moi j'ai trouvé. Alors, finalement, le match par équipe, c'est ce qui a donné un peu plus d'ambiance, parce qu'il y a eu 8 minutes de match, donc il s'est passé quand même quelques trucs, mais effectivement, la domination de Baszler et de Jax, et sans partage. Ouais, le seul truc qui a réussi à me tirer un petit sourire, c'était Lacey Evans et Peyton Ross qui jouaient la carte de l'équipe dysfonctionnelle qui vient juste de se créer, où chacune essaye de piquer le spotlight à l'autre. Mais sinon, c'est le désert, quoi. Même au niveau individuel, de toute façon, tu te dis que Asuka, là, actuellement, elle a personne en face d'elle. S'ils en sont obligés à lui faire un match de championnat avec Lana, ça se situe à peu près où on en est dans la division féminine du côté de Raw. Il y a Asuka, Nia Jax et Baszler et le reste du monde, quoi. Ah oui, parce que j'ai oublié de préciser, mais c'était gomme chaud. Pas de programme pour Asuka, visiblement. Et puis, y a-t-il un programme pour Jax et Baszler tout autant? C'est pas dit. Demandez le programme. Il n'y a pas de programme. Ouais. La carte de Hell in a Cell est assez floue, en fait, pour l'instant. Ouais, il y a beaucoup de choses qui vont se booker sur les réseaux sociaux ou le www.com. Ou à SmackDown vendredi. Ouais, peut-être que c'est plutôt à SmackDown. Peut-être une équipe de filles qui aurait tiré son épingle du jeu à SmackDown. Quelque chose qui m'a réchauffé le cœur, Ah. c'est le concert exceptionnel auquel on a eu droit
pour célébrer la sortie du nouvel album d'Elias. Et il nous a proposé un petit medley, un petit avant-goût de son nouvel album, Universal Truth, sur scène, entouré d'un groupe de prodigieux jeunes musiciens. C'était une belle prestation qui a mis tout le monde d'accord. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours des mecs qui viennent gâcher les soirées. Et que ce mec, il s'appelle Jeff Hardy. Et Jeff Hardy, il est arrivé incognito avec son suite à capuche. Il s'est fait passer pour un guitariste électrique. Et il a essayé de décapiter le pauvre Elias, qui avait comme se prendre la guitare électrique en pleine poire. Obligé de repartir. Il n'était pas content. Il n'était pas content parce qu'à chaque fois qu'il est là, ça n'a pas changé depuis 6 mois. À chaque fois qu'il est là, il y a toujours quelqu'un pour l'interrompre. Et donc il en a marre, Elias, et il se barre. Et du coup, il va vouloir régler ses comptes avec Jeff Hardy, qui, rappelons-le, avait tenté de l'écraser alors qu'il était sous l'emprise de l'alcool et de la drogue. Rien que ça. Est-ce que tu as kiffé ce petit concert qui est vrai Bah, Elias a dit, voilà, je vais vous offrir quelque chose dont vous manquez depuis longtemps, c'est-à-dire un concert live. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas été voir un petit concert. ouais et en tout cas, techniquement, c'était super propre, quoi. Son album Universal Truth, ça, j'irai écouter ça à l'occasion. Mais il a joué 2 morceaux, je veux dire, il y avait là, pour une fois, il a pas été interrompu au bout de 30 secondes de gratte-gratte sur sa guitare. Donc là, on a eu vraiment 2 morceaux et moi, j'ai trouvé que c'était super propre, que le mec est pro, hein, le mec, catcheur, guitariste, chanteur. Voilà, globalement, Elias, il est là. Évidemment, il faut toujours qu'il y ait un mec à pu la capuche qui débarque. C'est toujours les mecs à pu la capuche, c'est toujours des mecs à emmerdement, ça. Ah, Et effectivement, il a bien failli se faire décapiter par une guitare électrique. Une guitare électrique, c'est quand même assez lourd, donc je n'ose imaginer les dégâts si Jeff Hardy avait réussi à le toucher. Mais voilà, écoute, on reprend finalement une rivalité qui existait du temps de SmackDown. Et dans l'intervalle de la blessure d'Elias, on relance la même. Voilà, on s'est pas fait chier, on a ressorti du carton le script de l'époque. Puis on a dit, bon, allez, hein, on règle l'affaire avec Elias et Hardy, là, il va falloir. C'était pour le coup un segment plutôt divertissant et plutôt sympa musicalement parlant. Pour la peine, il y a un match qui est booké pour les deux, à Hell in a Cell. Il y a un excuse-moi, j'avais pas suivi ça. Il y a un match. Et c'est Elias, après, Elias a booké tout seul. Ah, mais oui, t'as raison, il y a un segment plus tard, effectivement. Effectivement, bah tu vois, j'y étais pas encore passé à ce moment-là. Mais effectivement, t'as un segment où Elias va faire de l'autobooking comme on aime. Bah, il a raison, sinon qui va le faire à sa place? Personne n'a l'air d'être motivé à l'idée de booker ce pay-per-view. C'est la grève des bookers en coulisses, quoi. Voilà, quoi. Il n'y a plus de general manager, tout ça, tout le monde boude. Division Tag Team, Ah, Kofi Kingston, Xavier Woods sont sur le ring, vos champions par équipe de Monday Night Raw. Visiblement, ça faisait 4 ans qu'ils n'étaient pas à Monday Night Raw. Donc il faut une petite promo comme quoi ils sont contents d'être de retour. Ils sont interrompus par Sheamus, le guerrier celtique. Ça s'envoie des pics avant le début du match. Sheamus, pendant le match, utilise toute sa force pour contrôler Kingston. On a eu quelques petites apparitions de célébrités dans le public, puisque Biggie était dans l'audience, était dans le public, il était devant sa petite webcam, là, était sur Zoom à regarder le match et encourager ses anciens partenaires qui font toujours partie, il fait toujours partie du New Day. C'est ce que nous expliquait Xavier Woods et Kofi Kingston, c'est ce qu'il disait à Sheamus, c'est que finalement, ils n'ont pas brisé le New Day, ils ont juste séparé. Maintenant, le New Day peut faire valoir la puissance de la positivité à la fois à Raw et à SmackDown. Et ça commence plutôt bien à Monday Night Raw dans le show rouge, puisque la victoire de Kofi Kingston face à Sheamus. Ouais, écoute, voilà un match qui était bon, un match de 13 minutes entre Kofi et Sheamus, pas de problème, quoi, ça envoie bien. Bon, derrière tout ça, il n'y a pas d'histoire racontée non plus, j'ai envie de te dire, parce qu'on est dans la Tag Team Division, on a les champions Tag Team Division, donc c'est Sheamus qui vient tout seul, qui vient plus ou moins régler des comptes qui datent de SmackDown encore une fois. Un peu dommageable, quoi. Il n'y a pas de la Tag Team Division qui est quand même en souffrance à Raw. Elle aurait bien besoin, voilà, les New Day sont arrivés. Ils sont champions. Moi, j'aurais aimé voir des mecs, on est dans le Go Home Show de Hell in a Cell. J'aurais aimé voir des mecs venir challenger les New Day, tu vois, quoi. Où étaient les autres? Où étaient les autres? Alors, on va revoir du catch par équipe un peu plus loin, mais on voit comme la WWE split les New Day, mais ont quand même beaucoup de mal, hein. Donc, du coup, le Biggie, effectivement, il apparaît dans le Thunderdome parce que c'est quand même trop dur de vivre sans le Biggie. Ouais. Si tu veux, moi, j'ai trouvé ça super léger par rapport à la Tag Team Division. Donc, pour un Go Home Show, c'était quand même, ma foi, très, très léger. C'est-à-dire qu'effectivement, pour cette équipe, on n'a pas non plus de programme. Alors que tu as des clans, on a Retribution, on a le Hard Business, on a
On a une ou deux autres équipes qui traînent dans les parages dont j'ai pas le nom qui vient tout de suite là, mais bon, Miz et John Morrison par exemple. Enfin, je veux dire, il y aurait des mecs qui pourraient être susceptibles de s'intéresser aux ceintures par équipe. Et surtout, dans un Go Home Show, il y a un Hell in a Cell. Quoi de tel que de venir lancer un défi à des champions le lundi précédent un pay-per-view? Ben non, personne s'est dit ça. Ah non, et surtout pas le Miz et John Morrison, comme tu l'as Non. précisé, qui étaient plutôt occupés à d'autres affaires avec Tucker. C'est Tucker qui était là, qui était transféré à Monday Night Raw. Donc séparation aussi du côté de l'équipe Otis et Tucker. Donc voilà, il se fait un petit peu charrier par Miz et Morrison. Tout ce beau monde se retrouve sur le ring. Tucker, entre-temps, est censé avoir trouvé un partenaire pour un match ce soir. Sauf que ce partenaire, c'est un catcheur qu'on n'a jamais vu. C'est un petit jeune qui commence. C'est un luchador. Ça a dû te faire plaisir, tonton. Un luchador, visiblement, qui, j'imagine, est sûrement déjà très célèbre au Mexique. Moi, je ne le connaissais pas, hein, même pas de nom. Il s'appelle El Gran Gordo. Il porte un slip rose, une cape rose et un masque rose. Il a une petite mallette à goûter brandée Money in the Bank pour son 4 heures. Alors, ma grande question, c'est est-ce que tu connaissais El Gran Gordo, tonton? Est-ce que tu peux nous en parler? J'avais jamais entendu parler d'El Gran Gordo et j'aurais aimé ne jamais avoir à en parler, mais il va falloir le faire. Ainsi va la vie avec le peuple de catch-up. Alors, je sais pas, moi, Tucker nous a dit que c'était un des luchadors les plus célèbres à travers le monde. Ouais, Tucker l'a même vendu comme le prochain Rey Mysterio. Rien que ça. Bah, il a pas fait une petite apparition à la Lucha Underground? Non, mais par contre, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit le Miz quand il a dit que bah, apparemment le Grand Gordo, on avait l'impression qu'il avait mangé toute la Lucha House Party, quoi. Ah, c'est dire qu'effectivement, j'ai trouvé comme une super promo du Miz qui au début se moque évidemment en disant mais attends, c'est Otis de Woman Ah Gun, là 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 là. Bon. et qui est parti dans une promo un petit peu à l'ancienne, un peu à la Talking Smack. Il était tout rouge, il avait les larmes aux yeux. On est monté crescendo là. Il a dit ce qu'il avait à dire, il a sorti ses tripes et il dit bah voilà Otis, t'es une blague quoi, t'es une blague. Tu es le détenteur du contrat Money in the Bank. Je l'ai été moi aussi, et tu sais comment j'ai fait pour passer de détenteur de Money in the Bank au champion qui a défendu son titre en main event de WrestleMania avec succès. Et je me suis entraîné et je me suis amélioré et je me suis pas contenté de rester un petit rigolo. Toi, t'es juste une grosse blague. Mais oui. Tu fais la honte. Là, j'avais l'impression d'entendre tonton, t'es la honte là de tous les porteurs de mallettes. Mais oui, mais merci le Miz. Voilà, je vais te montrer que c'est pas une blague tout ça. Du coup, on a eu un match, a vu à la fois la victoire de Tucker et El Gran Gordo, et aussi une apparition de toute la locarde de Joe Berland là, qui courait à travers qui courait par exemple derrière R-Truth pour le titre 24/7. Et qu'est-ce que tu as pensé? Est-ce que cette promo là du Miz t'a fait plaisir? Ah bah oui, c'est le point positif de ce segment, hein. Clairement, c'est la promo du Miz. Merci le Miz d'avoir mis des mots sur mes mots. Mhm. Parce que franchement, vraiment, c'est une catastrophe. Vas-y, Irem, va chercher des pelles qu'on enterre l'aura de la mallette du Money in the Bank, quoi. Je veux dire, 2020, c'est la mort de la mallette. Et merci Otis pour ça, quoi. Vraiment, je suis catastrophé, quoi. Alors là, on nous sort un segment de comédie wrestling, hein. C'était fait pour être rigolo, hein, pour être rigolo. Mais non, mais non, mais non, mais non. Et donc, et en fait, heureusement pour moi, c'est le Miz a sauvé justement ce segment grâce à sa promo. Et parce que sinon, je pense que j'aurais été encore plus effondré face à ça. Le match, quel match? 4 minutes, quoi. Et victoire finalement d'El Gran Gordo et Tucker, parce qu'il faut quand même essayer de renforcer le possesseur de la mallette ou de la box lunch, ou de la lunchbox. Mais non, mais moi, j'ai l'impression qu'on m'enfonce ce truc dans la gorge et puis que ça n'arrête pas de semaine en semaine. Je n'en peux plus de voir Otis détenteur de cette mallette. Et en fait, finalement, ce qui me déprime le plus ces dernières semaines, c'est que vu que le Miz semble particulièrement intéressé et particulièrement dégoûté comme moi de la situation, j'espérais qu'il allait agir. Et pour l'instant, finalement, il se passe rien. Là, j'aurais bien aimé, par exemple, un défi à Hell in a Cell. Il lui aurait dit, non, mais là, maintenant, c'est bon, il y en a marre. Là, rendez-vous dans la cage et moi, je te chope ta mallette, quoi, et on n'en parle plus de cette affaire.
Moi, j'adorerais qu'il y ait un match, évidemment, pour mettre la mallette en jeu. Cette promo du Miz était formidable. Il a notamment, j'ai beaucoup aimé quand il a parlé d'Underdog. Il dit ouais, tu sais pourquoi tout le monde t'encourage, c'est parce que on joue la carte de l'Underdog, de l'Underdog, quoi, et que tu as un profil d'Underdog. Mais en fait, les gens, c'est parce qu'ils ont pitché de toi. Tout le monde sait, on est incapable. Le Miz, le Miz, il est cash, il est sans pitié là-dessus. Hein. Ouais, il lui a dit je t'ai séparé de Tucker, de Mandy, et maintenant je vais te séparer de ton contrat. Mais oui. Résultat du match, j'ai trouvé, était peut-être un petit peu regrettable. J'aurais bien aimé justement que le Miz gagne et que ça réveille un petit peu Otis et qu'on ait une espèce d'histoire à la Rocky Balboa, si je mets, où Otis s'entraîne dur pour prouver qu'il va pouvoir garder sa mallette. Là, pour l'instant, bah non, et toujours, bah non. Pourquoi me décarcasser? Il suffit de me déguiser en luchador rose et c'est bon, j'ai toujours ma mallette. On peut parler des 2 autres aussi, parce que ce qui est assez marrant, c'est que là, tu vois, depuis le début, on parle du Miz et d'Otis, mais finalement, John Morrison est complètement relégué, je trouve, ces derniers temps, dans l'équipe Miz and Morrison, quoi. Il est vraiment là en faire valoir. Et de l'autre côté, il y a un truc quand même assez étrange, c'est que moi, je trouve que Tucker, Tucker, il est à l'aise au micro. Tucker, c'est un mec qui est pas si mal que ça. C'est lui qui tient quand même pas mal le truc. Là, dans le segment, c'est lui qui sort, qui fait la présentation d'El Grande Gordo, qui tchatche au Miz, qui tient tête au Miz au micro, etc. Finalement, le Tucker, il est peut-être largement sous-estimé. Peut-être qu'il est capable de beaucoup plus de choses. Et que heureusement qu'il est peut-être là pour tenir un peu la dragée haute avec son pote possesseur de mallette de What Again Beast to Fly. Tucker, ouais, il est bon au micro, il sait à peu près se placer dans un ring et avoir le bon timing, parce que Otis, c'est une galère son nom, quoi. Enfin, rien que pour le finish, pour placer son Caterpillar, il a dû attendre 1 minute, il savait pas où il était, quoi. Je sais pas ce qu'il fout. Et il doit avoir des absences, ce mec. Il doit avoir des absences. Il est rigolo, mais il a des absences de ouf, quoi. Donc ouais, Tucker, ouais, c'est vrai qu'il... Non mais attends, il me fait peur quand même des fois. C'est vraiment regrettable finalement qu'il les ait séparés, même si ça rentre dans la storyline, donc à voir à quel point il pousse, mais... moi, je suis un peu comme toi, je veux avoir un match pour le contrat, quoi, pour la mallette. Il faut leur mettre en jeu. C'est quelque chose qu'ils ont déjà fait par le passé, et là, tout est écrit pour, donc il faut aller à fond, il faut faire ça à Hell in a Cell ou au prochain pay-per-view, quoi. Ouais, et puis après, c'est unanime pour dire que c'est un échec total de toute façon, le Money in the Bank. Je veux dire que ça soit dans le milieu du business, les catcheurs, tout ce qu'il peut y avoir sur les réseaux, etc. Quand ce sujet-là est abordé, je veux dire, là, c'est unanime, quoi. Ils se sont plantés. Et ça peut arriver, mais c'est dommage que ça arrive sur un truc comme le Money in the Bank, qui a toujours été un peu dans l'imaginaire depuis qu'il existe, quelque chose d'important et qui peut t'amener au titre de champion du monde, au titre suprême. Et là, on en est à des années-lumière de ça. On n'y pense même plus, ça n'existe plus depuis qu'Otis a pris cette mallette. Bah, j'ai trouvé que la promo du Miz, justement, avait permis de remettre un petit peu ça un peu au centre, toi, genre il avait tout reconnecté ensemble, toutes Ouais, les storylines, bien d'accord. mais que du coup, la finalité du match, tu fais: «Ah, ah ouais, bah, en fait, ils vont rester dans le même délire, quoi». Enfin, tout ce qu'a fait le Miz là, en 5 minutes avec sa promo, ils viennent de le détruire, avec Otis qui fait la chenille et qui gagne, quoi. Effectivement, les faire perdre derrière une promo pareille, et alors qu'on espère effectivement qu'il va y avoir du danger au-dessus de la tête d'Otis, bah, c'est pas dans un match de 4 minutes où au final ils se prennent un caterpillar à l'espagnol que ça va arranger les choses. Bray Wyatt nous accueille dans la Firefly Funhouse. Un petit segment qui, du coup, me fait dire qu'ils ont gardé l'angle de l'amitié, mais tout en ayant viré Kevin Owens. Parce qu'on a parlé beaucoup d'amitié dans cet épisode de la Firefly Funhouse. À quel point c'était fort l'amitié. On a parlé de se faire de nouveaux amis. Bray Wyatt est là pour se faire de nouveaux amis à Monday Night Raw. Il est triste d'avoir quitté SmackDown, ses amis de SmackDown, et qu'il est impatient de se faire des nouveaux amis. Et on découvre d'ailleurs que Rambling Rabbit a une épouse. Il est marié, Rambling Rabbit. Donc tout le monde est étonné, Bray Wyatt aussi. Et du coup, Bray Wyatt, pour se faire pardonner, il dit « Ah, t'inquiète pas, je serai toujours là pour toi », mais il se fait finalement bouffer par Mercy the Buzzard. Donc sonne à la porte, et qui voilà, une nouvelle membre de la Firefly Funhouse, Alexa Bliss, qui nous souhaite donc Oui. rendez-vous la semaine prochaine. Alexa Bliss donc rejoint la Firefly Funhouse. Ah non, mais ça c'est bien. Ça c'était le segment de la Firefly Funhouse, il était vraiment assez rapide. C'était surtout une espèce d'introduction du Bray Wyatt à Raw pour dire ça y est, coucou, je suis là pour me faire plein d'amis. Et c'était plutôt sympa.
cette arrivée d'Alexa. Je trouve que ça colle bien là, le duo de toute façon depuis que ça a commencé. Ça, moi, c'est un truc sur lequel je suis assez positif depuis le début. Si Alexa justement pouvait se réintéresser aussi à la division féminine au passage, qu'elle se serve du Find pour arriver à quelques fins peinture féminine, ça serait pas mal aussi. Je pense qu'effectivement, Alexa Bliss, alors pas tout de suite, mais dans pas longtemps, l'année prochaine, un beau programme pour Alexa Bliss serait d'aller chercher effectivement la ceinture, la bienveillance du Find. Ça pourrait vraiment faire une belle storyline pour Alexa Bliss. Après, il y a une fille qui est arrivée, mais qui a pour l'instant strictement rien fait dans le roster, et pour cause, c'est Mia Yim. Mia Yim, elle fait partie de Retribution. Pour l'instant, elle n'a eu Oula. aucune interaction avec le reste du roster féminin. Hormis sur le tout début où Retribution faisait des brawls ringside et cassait la gueule un peu à tout le monde, donc elle était là pour un peu mettre des coups aux femmes. Elle était accompagnée de Mercedes Martinez, mais Mercedes Martinez, depuis, elle a rejoint NXT et elle a laissé tomber Retribution. Oula, je pense qu'il faut mettre 0 billes, il faut parier. Garde ton argent, hein, ne mets 0 billes sur Mia Yim, il va rien se passer avec elle avant que le groupe soit totalement dissous. Qui devrait prendre 6 semaines. Ben, ce qui devrait... ce qui devrait prendre 6 semaines. Non, non, Wouh. non, non. Ouais, n'oublie pas, hein, il y a Charlotte quand même qui a été draftée à Raw. Donc, Par contre, on parle de draft, excuse-moi, hein, Tonton, toi qui tiens les comptes, qui a un beau fichier Excel avec les temps des matchs, le nombre de championnats par catcheur. Ah, Un lapsus beau batch. révélateur. Ouais, lapsus révélateur. Braun Strowman, il est où en fait? Non mais bon, ouais, ah ouais, non mais Braun Strowman, il est partout. Braun Strowman, en fait, Il est agent libre. ouais, le mec, à SmackDown, en plus, il était en tête d'affiche sur le Titantron. Je sais pas si tu as vu SmackDown. Ils ont ouvert le show avec tous les catcheurs de SmackDown, tout le roster qui était Mais sous oui. le Titantron. Et qui c'est qui était en plein milieu? Braun Strowman. Et qui c'est qu'on retrouve dans le main event de Raw? Braun Strowman. Le mec est partout. À quoi ça a servi? Ce qui s'est passé ce soir. On a eu enfin, entre guillemets, notre match de gros poids lourds, là, de chauffeur de camion, de Kingston. Braun Strowman versus Keith Lee. Match qu'on essaye de nous placer depuis 2 ou 3 semaines. Avec une victoire de Braun Strowman suite à un low blow avec sa tête, voilà, avec le sommet reluisant de son crâne. Il a écrasé les noisettes de Keith Lee. Il s'est pris, du coup, un big boot dans la tronche, le Keith Lee, et du coup, la victoire de Braun Strowman, et Keith Lee qui est pas content, qui le tabasse derrière en lui disant « Ah ouais, tu veux la jouer comme ça, on va la jouer comme ça. » Et donc, les mecs continuent à se taper, et enfin, il a combien de programmes, Braun Strowman? Il a combien de programmes? Je sais pas, il a combien de programmes? Je sais pas. C'était pitoyable, hein, ça. Enfin, là, moi, je suis hyper déçu de ce match et de cette espèce de rivalité qu'il y a, qui n'en est pas vraiment une. C'est assez compliqué, là, entre Keith Lee et voilà, que ça se règle à coup de low blow avec un mec de 150 kilos et un mec de 170 kilos. Vraiment, c'était... Ah non, 3 minutes de match, quoi. Encore un truc complètement phagocyté. Je sais même pas où ça nous mène. Franchement, là... Moi, je suis à l'écoute de toutes tes propositions, si tu en as, parce que là, vraiment, je vois pas ce qu'on peut faire de pire que ce qu'on vient d'assister entre Braun Strowman et Keith Lee, qui devrait être un choc de titans, un choc de colosses. Et au final, bah, ça fait pchit, comme dirait l'autre. Là, qu'est-ce que tu nous fous ça, là, des non-matchs toutes les semaines entre les deux? L'un est déjà visiblement Alors, occupé à SmackDown, et l'autre aurait plutôt besoin de justement montrer qu'il est là. est-ce que tu crois, parce que tu as bien évidemment remarqué, je pense que Braun Strowman, pendant du début du Titantron jusqu'à la fin du combat, il nous aura vendu son mal de côte tout le temps. Quand au bout d'un moment, je me demandais même si merde, est-ce qu'il est vraiment blessé ou quoi. De son affrontement avec Roman Reigns, ouais. Voilà, et donc, eh ben voilà, il y a des camps qui disent qu'en fait, il était vraiment blessé, et puis il y a des camps qui disent qu'en fait, il nous vendait ce qui lui était arrivé à SmackDown vendredi, où je rappelle qu'il a perdu par soumission face à Roman Reigns, et c'est certainement sa toute première défaite à la WWE par soumission. Bah, en fait, il y a aucun bon choix, en fait. Si le mec est vraiment blessé, bah, il serre les dents et il le montre pas. Si le mec vend la blessure de l'attaque d'il y a 4 jours face à Roman Reigns, alors que c'est quand même Braun Strowman, il y a un problème. Vince McMahon, on sait que Vince McMahon n'aime pas en plus que les top stars vendent les blessures
enfin trop longtemps, toi. Genre, c'est vrai que là, ça fait 4 jours, quoi. Braun Strowman, il devrait Ouais. être remis quand même. Donc, je sais pas. Je pense que c'est effectivement dû à ce qui s'est passé vendredi. Ah non, c'est clair, ouais, c'est clair, mais c'est complètement fou, quoi, qu'on ait 2 gabarits pareils et qu'au final, tout ce qu'on te vend sur ce weekly, sur ce Go Home Show, on le répète, c'était un Go Home Show avant Hell in a Cell. Tout ce qu'on te vend, c'est ces 3 pauvres minutes avec une histoire de 2 low-blows et puis voilà, l'affaire, elle est faite. Ah non, non, vas-y, Liliane, fais les valises, on rentre à Paris, là. Chérie, prends ton manteau, on s'en va. On arrive à ce qui a clôturé ce Go Home Show, justement. Les derniers mots d'avertissement de la vipère pour le. Ça donne l'impression d'être le seul match booké pour Hell in a Cell. Un peu ça, fait un peu ça, ouais. Randy Orton est au milieu du ring, dans la cage, pour nous faire une belle promo, hein, dont il a le secret. En fait, le simple fait d'être dans cette cage lui rappelle à son bon souvenir toutes les autres superstars qu'il a affrontées et qu'il a vaincues, ou pas, mais qui Pas, ouais. l'ont marqué. Il nous énumère de nombreux noms, notamment Undertaker, parce qu'il nous explique que voilà, il a gagné des matchs, mais surtout il avait gagné le respect de l'Undertaker. Il est impatient d'affronter Drew McIntyre. Et sa promo était plutôt bonne. J'étais d'ailleurs assez déçu qu'il l'ait encore interrompu là. Quand ils font des bonnes promos, les mecs ils se font interrompre par Drew McIntyre qui arrive et qui le provoque derrière la cage et ils se regardent comme des cons. Il dit qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Je suis dans ma cage. Et Drew McIntyre, il va chercher une grosse pince coupante derrière les barricades. Il ouvre l'accès à la cage. Les deux hommes se retrouvent face à face dans la cage. La tension est à son comble. Écran noir. Fin de l'épisode. Et voilà. Ah, 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 ah. Êtes-vous scotché chez vous à la maison? Allez-vous vous rester pendant une semaine devant votre télé comme Randy Orton et Drew McIntyre? Vous restez pendant une semaine dans la cage avant que l'arbitre ne sonne la cloche? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire parce que là je me demande ce qui va se passer. Bah, moi, je t'avoue que j'ai trouvé ça assez long, la promo de Randy Orton, parce que là, ça commence à tourner en rond un peu, là. Et il nous répète un peu les mêmes choses. Mais comme il est à l'aise dans le truc et que voilà, le Hell in a Cell, effectivement, il a un vrai gros passé dans cette stipu, du coup, ça passait, quoi. Même si c'était long, mais en fait, j'étais tellement, je t'avoue que c'est les conditions, c'est le contexte. J'étais tellement déçu de ce qui venait de se passer entre Strowman et Kisti que Orton, il a eu du mal à avoir mon attention. Parce que déjà, je me suis dit, ah ouais, parce que le Braun Strowman versus Kisti, ça, c'était le main event de catch de Raw cette semaine. D'accord, ok, on est gâté là. Donc j'étais pas très réceptif, à vrai dire, à ce moment-là. Et bon, mais heureusement, quand le bel homme arrive, le bel homme me fait reconnecter un peu mes neurones catchesques. Le bel homme, c'est un homme organisé aussi, hein, on peut voir, hein, il a prévu une pince coupante derrière les barricades d'insécurité, donc le mec avait tout prévu. Et puis effectivement, écran noir au moment où il se retrouve face à face. Alors, on pourrait être du camp à se dire ouais, c'est de la merde, comment ils nous finissent un épisode comme ça. Et puis d'un autre côté, on peut se dire bon, en faisant ça, là, tu fais monter définitivement la sauce pour le main event de Hell in a Cell. Donc bien joué, puis pas bien joué, chacun sera dans son camp. Sur le coup, je suis un peu normand. Mais bon, quoi qu'il arrive, on va dire que toute cette fin de Raw, je peux pas dire que j'ai été globalement super emballé entre le catch Strowman-Lee et puis ce qui se passe après avec McIntyre et Orton. Comme toi, j'ai effectivement apprécié la promo de Randy Orton parce que le mec, il maîtrise totalement son sujet. C'est vrai qu'on arrive en bout de course pour cette rivalité et ça tombe bien. C'est ce qu'on réclame pour la NSL, que ce soit le chapitre final. Donc on y arrive ce dimanche. Donc on va pas se plaindre sur effectivement l'attention qui est apportée à cette rivalité, qui est la rivalité principale finalement du show rouge. Ah bah oui. Une ficelle de mise en scène qui est pas déshonorante et il s'est passé tellement de choses honteuses tout au long de cet épisode que finalement c'était Voilà. si on devait retenir que ça, bon. On avait pris tellement cher déjà que voilà, terminer comme ça, c'était pas forcément extraordinaire, mais au moins il y avait de la cohérence vis-à-vis de tout ce qui se passe entre McIntyre et Orton. Et voilà, c'est le vrai main event de Hell in a Cell. Donc ça me paraît plutôt pas trop mal foutu. Allez. C'est l'heure du mot de la fin, si tu veux bien, tonton. Ouais. Il est l'heure pour ce Go Home Show de Monday Night Raw à quelques jours du pay-per-view le plus diabolique, la WWE Hell in a Cell, de partager ton top, ton flop
et ta note, s'il te plaît. Allez, bah écoute, je vais citer les copains avant de commencer par moi. Parce qu'on a Zigote et puis on a notre papy indestructible qui ont laissé leur avis. La parole est au peuple. Donc la parole est au peuple de Ketchup, la parole est à Zigote. Et Zigote, il nous donne son flop. Bah lui, il donne un co-flop puisqu'il donne son flop à Retribution et à la division féminine. Voilà, comme ça, il fait un total package. Son top, il le donne à la finalité entre le bel. Voilà, tu vois, on a un exemple. La finalité entre le bel homme et Orton. Comme quoi, hein, voilà, ça a marché sur lui, ce finish là de Raw. Et il se fait des co-flops, des co-tops, ça va. Et il s'est rajouté The Fiend aussi dans les tops. Eh ben, on se refuse Même si c'est pas où ça mène, quoi. Et sa note, par contre, c'est un 2/5. Notre papy national, il nous a un show assez similaire qu'à SmackDown, mais effectivement un peu plus bordélique, qui met pas le truc en valeur, je trouve. Aucune présentation digne de ce nom, les segments qui semblent se lancer sans trop savoir où aller, double promo d'Orton, promo brouillonne du New Day, de Wyatt, bref, ça sentait le truc à l'arrache. Sa note, c'est un 2/25. Son top, c'est le temps d'antenne laissé au roster, car il croit que tout le monde a participé, même le 24/7 a traversé l'écran. Je crois qu'on ne l'a même pas signalé d'ailleurs. Le flop, il est donc pas convaincu de la mise en valeur de certains membres du roster. Retribution qui perd son premier match par soumission dans l'opener d'un Go Home Show. Bah voilà, même avis. Sans que le match soit annoncé. C'est vrai que le match n'était pas annoncé. Puis se fait manger par le Fiend. Le roster féminin éclaté par les championnes. Et surtout, Otis de SmackDown qui bat Miz de Raw. Voilà. Il dit que c'est un petit flop, car comme le signale Raphaël, apparemment, tout peut se remettre à l'endroit rapidement. Donc ça lui fait un 2/25, la Zigote, ça lui fait un 2. Bah moi, écoute, mon flop, de toute façon, clairement, même si ça fait quelques fois qu'il en écope, mais il va aller à Otis, hein, parce que vraiment, là, moi, je ne supporte plus ça, quoi. Ce n'est plus possible, Là, je trouve que la mallette Money in the Bank est ridiculisée à un tel point, là, qu'il faut absolument qu'on passe à autre chose là-dessus. Vraiment, j'oublierai de toute façon, quoi qu'il arrive, l'année 2020 pour la Money in the Bank, parce que vraiment, pour moi, ça aura été un échec. Big fail de la WWE, donc vraiment tout le truc, grand gordo, etc. Peut-être que ça aura fait rire les enfants, mais ça n'aura pas fait rire votre tonton Chris du tout. Et donc non, mon flop définitivement. Bah, mon top, j'hésitais entre la promo du Miz, c'est assez bizarre, hein, puisque je donne mon flop à Otis. Donc c'est assez bizarre. Non, ça marche au contraire. Il n'y a pas une match de catch, tu vois, qui m'a. Le Kofi Sheamus, finalement, était peut-être le meilleur match de catch qu'on a eu de la soirée. Il n'y a rien qui m'a branché. Pour moi, c'est un fail aussi, le Keith Strowman. Bon, allez, vas-y, justement. Ouais, je vais faire un top flop un peu opposé et assez étrange, puisque ça fait partie du même segment, mais c'est toute la difficulté et la subjectivité du catch. C'est que effectivement, je vais donner mon flop à Otis et je vais donner mon top au Miz. Et ma note, ça sera un simplement 2. Bien, bien, bien. Allez, je vais te piquer le concept du top flop qui se fait face. Si tu le prends avec le spectre du Go Home Show, c'était un très mauvais Go Home Ah Show. oui, oui. Effectivement. C'était un très mauvais Go Home Show. Ah Puisque, ouais, ouais. comme on l'a dit, on l'a déroulé, ils ont booké rien du tout pour le pay-per-view. C'est pas un épisode qui t'a donné envie de regarder Hell in a Cell. C'est même limite un épisode qui te fait pas penser que, ah oui, effectivement, dimanche, il y a Hell in a Cell. Ouais, limite. Tu vois, des fois, tu te dis, ah ouais, on te le rappelle, ah ouais, d'accord, ok, c'est vrai, c'est ce dimanche, c'est un pay-per-view. Là, limite, tu t'as vu l'épisode de dimanche, t'es pas devant ta télé, quoi. Donc, c'était un très mauvais épisode de Go Home Show. Pour autant, il y a eu quelques segments, mais qui n'avaient rien à voir avec Hell in a Cell, quoi. Donc, qui n'avaient rien à voir avec le booking du pay-per-view, qui, moi, m'ont soit fait sourire, moi, m'ont fait kiffer. Et du coup, je vais le donner à l'opener, aux clés du camion qui ont été données à The Fiend et Alexa Bliss pour ouvrir le show. Je trouvais que visuellement, c'était une belle image. Je suis assez excité là par la présence de ce couple diabolique à Monday Night Raw. Et mon flop, du coup, va le donner à ce qui s'est passé juste après, à savoir l'arrivée de Retribution qui s'attaque à The Fiend et puis tout ce qui en a découlé. Je crois qu'ils vont faire plus vite que pour la Nexus pour enterrer cette faction. Et au moins, la Nexus a eu les honneurs de se faire enterrer par John Cena. Au moins, oui. Au moins ça. Donc, mon flop pour Retribution. Et ma note, je vais donner un 1,75. Oh, ah ouais, là, ça cogne. Tout le monde a cogné. Disons que j'arrive pas à ne pas le noter comme en étant un très mauvais Go Home Show, toi. Ah ouais, non, mais je suis totalement d'accord avec ça. C'est un très mauvais Go Home Show sauvé par quelques séquences que j'ai trouvé vraiment très, très bonnes, hein. Moi, j'ai souri au délire avec Otis. J'ai adoré la promo
de The Miz. J'ai beaucoup aimé le concert de Elias. Je suis un grand fan du chanteur. Ouais. Toute l'imagerie de The Fiend et de Bray Wyatt et de la Firefly Funhouse est super excitante, mais waouh! Où est le pay-per-view quoi là-dedans? Où est le pay-per-view? C'était assez déshonorant. Si tu parles, en plus, si tu regardes la carte, et Innocent, quoi, on a quoi? C'est à SmackDown que ça se passe finalement, parce que là, du côté de Raw, on a quoi? On a Drew McIntyre versus Randy Orton, mais on a quoi derrière? Pour le titre féminin, pour le US, pour le tag team, on n'en sait rien à Raw. Du côté de SmackDown, là, on a déjà le match d'annoncer avec Jay et Roman qui est en mode totale destruction. Sur l'Intercontinental, je pense que ça va se décanter parce que, à mon avis, Sami Zayn va défendre son titre. Sur le Tic Tac Team, par contre, là, c'est un peu plus flou. Mais vraiment, cette carte de Innocent, je suis vraiment surpris à quel point on est au jour d'aujourd'hui. Personne ne sait véritablement quel va être le contenu de la carte de ce pay-per-view. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à nous partager ce que vous avez pensé de à la fois ce season premiere plus Go Home Show. Oui, C'est peut-être ça aussi le problème. Ils ont peut-être voulu, voilà, à force de vouloir faire des épisodes spéciaux et là d'en faire 2 en même temps, ils ont finalement rien foutu. Et, et à la fin, on se demande si on ferait pas mieux de faire comme Biggie et faire le con sur le Titan, enfin sur le random sur les écrans. Voilà, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires sous la vidéo YouTube ce que vous avez pensé de cet épisode. Pour nous suivre, pour continuer à nous écouter, catch-up évidemment, ça se passe sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, PodCloud. Les réseaux sociaux, c'est Catch-up CDC sur Instagram, Twitter et Facebook. Le lien pour Discord est dans la description quand elle est bien remplie. Une fois, j'oublie de bien la remplir et du coup, tonton est grosse pète parce qu'il n'y a pas tous les liens dans la description de l'épisode. Attention cette fois-ci. pas content. N'hésitez pas à sinon, c'est dans la bio du compte Twitter. Quelqu'un l'a mis dans la bio du compte Twitter, le lien direct vers le Discord. Donc, comme ça s'est fait. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous également. Ça nous fait plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Je te remercie, tonton, d'avoir accepté d'analyser cet épisode honteux avec moi. Toujours sympa d'être en tag team avec toi pour reviewer, je l'espère, à l'avenir encore, des shows un peu plus excitants que celui-ci. Ah bah, dernière chance, vendredi avec Friday Night SmackDown. D'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine de catch. Salut. Semaine de catcheur. Je vous déconseille la mousse au chocolat du patron.